Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damages. Previously on Law. Previously on Fringe. Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans Précédemment. Nous sommes le vendredi 25 avril 2025. Vous pouvez nous écouter sur notre web radio radioverse.fr ou via notre site internet lanuitdudimanche.fr. Toutes nos émissions sont aussi diffusées sur toutes les plateformes de streaming audio. Blablabla, blablabla. On rentre dans le vif du sujet. C'est le festival de Cannes. C'est le festival de Cannes. Alors le là-dessus c'est révélateur parce qu'on va parler de lutte des classes aussi. Et c'est avec Tanguy Perron. Bonjour Tanguy Perron. Bonjour et merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai lu votre livre il y a quelques... Alors, je dis qu'il y a quelques mois. Et par hasard, j'avoue, je suis tombé sur votre livre chez un ami et je ne l'ai plus lâché, quoi. Parce que on apprend des choses ahurissantes sur le Festival de Cannes. Et on va en parler ensemble. Ça s'appelle... Tapis rouge et lutte des classes, une autre histoire du Festival de Cannes. Parfait. Et c'est aux éditions des Ateliers, si je ne me trompe pas. Et aux éditions de l'Atelier, oui. Aux éditions de l'Atelier, parfait. Alors, avant de parler des livres, on va parler un petit peu de vous. Vous êtes chercheur associé au CHS, c'est le Centre d'Histoire Sociale et des Modes Contemporains, c'est ça? Et ça dépend du CNRS, donc c'est un centre de recherche qui a été créé il y a très longtemps, qui dépend à la fois de Paris 1, de la Sorbonne et du CNRS, et on travaille sur les mondes contemporains avec une vision d'histoire sociale et culturelle. Au début, on était très lié à l'histoire du syndicalisme, qui m'est cher, et puis on s'est élargi aux conflictualités, mais cet aspect social est important encore au sein du laboratoire de recherche. D'accord, parce que genre, c'est intéressant ça, parce que moi, ma première question, c'était une de mes premières, c'était ça. C'était votre sujet d'étude. Donc là, on parle du cinéma, mais vous êtes aussi, j'allais dire, historien du cinéma. Vous parlez beaucoup de cinéma et dans vos formations et dans vos livres. Et je me demandais qu'est-ce qui avait déclenché cet intérêt? Est-ce que c'était un film ou est-ce que c'était plutôt la lutte, l'étude de la lutte syndicale qui vous avait amené à vous intéresser au cinéma? Ça a été quoi le déclic? C'est pas facile à vous répondre. Bon, pour dire franchement, ça serait plutôt, il y avait à la fois un intérêt manifeste pour l'histoire sociale, l'histoire du syndicalisme, l'histoire des luttes, l'histoire des mobilisations ouvrières, et évidemment. Et puis d'un autre côté, j'étais assez jeune, j'étais cinéphile, j'aimais le cinéma, et quand j'ai vu que je pouvais croiser ces deux domaines de recherche ou de prédilection ou d'intérêt, ça a été une excitation que je n'ai pas lâché depuis très, très, très longtemps. Donc oui, je croise histoire sociale et cinéma, et j'appréhende le cinéma non pas sous son volet esthétique, même s'il faut le faire, c'est important, mais vraiment comme la dimension sociale du cinéma. Et j'étudie aussi bien la production que la distribution, que les spectateurs, que les spectatrices, que les salles, que l'histoire de la censure. Tout ça, ça fait une histoire du cinéma, ou plutôt une imbrication entre histoire et cinéma. OK, super. C'est amusant parce que, votre réponse là, elle me fait penser à une autre réponse, celle de Geneviève, Sellier, qu'on a, interviewée il y a à peu près un mois pour son livre Le culte de l'auteur aux Oui. éditions, La Fabrique. Et elle disait à peu près la même chose, alors sur son domaine qui elle est, la défense du féminisme et ses luttes. Mais oui, c'est exactement la même, Heu, oui, il y a peut-être des différences, mais je connais bien sûr et j'apprécie les travaux de Geneviève Sellier, et elle a aussi beaucoup travaillé avec Noel Birch, qui était un historien, d'origine américaine, qui est en France depuis très longtemps. Il faudrait vérifier qu'il avait fui les guerres du Vietnam. En tout cas, un historien politisé, et les 2 ont une approche, c'était les seuls dans les années 80 à peu près. Noel Birch connaissait très bien les théories, culturelles américaines, gender theory, cultural studies, et c'était, je dois dire que le monde universitaire français les rejetait, assez, si ce n'est les méprisait pour certains. Il y avait des choses très intéressantes dans ce qu'il faisait, et donc on s'est croisés. Moi, j'étais plus du côté de l'histoire sociale, mais effectivement, ça fait écho, nos pratiques font écho. mmh. Ouais, effectivement, elle nous avait parlé aussi de Noël Birch et cetera et de et de sa lutte entre guillemets pour faire reconnaître j'allais dire leur théorie, c'est pas vraiment leur théorie, mais leur travail, leurs travaux en tout cas. Donc ouais, je renvoie à l'interview qu'on a faite. Mais du coup, en fait, ça se sent mal parce que c'est juste, une étude sociologique, quoi. C'est le travail de l'historien de se poser ce genre de questions et Bien sûr. Alors souvent les historiens ont été frileux, surtout les historiens du social, et malheureusement, sont peu intéressés, ou ont mis du temps à s'intéresser aux images qui bougent, pour dire, au cinéma ou même pas, et donc moi j'avais la nécessité, en tant que cinéphile aussi, de ne pas soumettre toujours les discours,
enfin, les images à un discours esthétique, hein, ils ont leur propre cohérence, leur propre image, leur propre narrativité, et ça, c'est important de le savoir. Et on peut affirmer ses goûts aussi, mais c'est pas une critique du goût, du bon goût ou des beaux-arts ou des chefs-d'œuvre que je fais. Voilà, je m'intéresse au, au film comme production, comme objet social, et à la réception de ces films-là aussi. Donc, effectivement, ça fait partie de mon champ d'études. OK, d'accord, merci. On va venir maintenant à votre livre, donc Tapis rouge et lutte des classes. Donc il y a 3 histoires pour moi. La première, c'est celle que l'on Ouais. connaît. C'est-à-dire que quand on pense au Festival de Cannes, tout de suite on pense à stress, paillettes, stars, le vide quoi, le vide total. Mmh, Il y a l'histoire que l'on connaît, mais qui devient une anecdote, et mmh. peut-être c'est même pire que l'autre histoire qu'on a oubliée. C'est-à-dire, est-ce que vous saviez que le festival de Cannes, est né, en réaction au festival de Venise et à l'Italie, de Mussolini? Où ça aujourd'hui, je pense que c'est connu, comme je dis, ça devient une anecdote, pardon. Et puis il y a l'histoire qu'on ne connaît pas et que vous racontez, dans le livre, c'est comment, le festival a été lancé, en fait. Parce qu'au-delà de la lutte, antifasciste et anti-nazie du début, de l'Italie, et de l'Italie fasciste, comme je dis tout à l'heure, il y a tout un pan d'histoire que moi j'ai découvert, notamment avec la CGT, les habitants même de Cannes qui ont participé, à l'élaboration du festival, et toute cette histoire-là, et beh, ouais, ben, moi, vous me l'avez apprise, quoi, et je connais personne autour de moi qui la connaissait. Comment vous êtes tombé dessus, vous? C'est par le prisme de la lutte sociale? Oui, merci, vous avez bien présenté, les 3 fils rouges qui se tissent dans ce livre-là. Heu, comment j'ai eu vent? Ça commence il y a très longtemps. C'était, des petites histoires qui se connaissaient, qui circulaient dans les rangs syndicaux de l'histoire sociale, mais ça commençait à aller en s'atténuant, et ça pouvait virer soit à l'oubli, au silence, ou, avec la disparition des derniers témoins, ou alors, une sorte de légende qui n'aurait circulé que dans quelques rangs. Donc pour un historien, c'était vraiment très intéressant de se pencher sur ça. Alors il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans, j'avais été, heu, à l'union départementale de la CGT Alpes aux Alpes-Maritimes, qui se tient à Nice, dans un magnifique bâtiment. Bon, ils en ont été, chassés depuis, mais bon, du travail splendide dans le cœur de Nice, et ils gardaient des archives de Virgile Barrel. Virgile Barrel qui était le député communiste de Nice pendant très, très longtemps, et aussi qui a été pendant beaucoup moins longtemps président du conseil départemental, des Alpes-Maritimes. Et au sein de ces archives, la CGT avait extrait, je ne sais pas comment, enfin j'ai des hypothèses, tout ce qui concernait le festival de Cannes. Et paradoxalement, je pense a posteriori qu'ils ont extrait tout ce qui concerne le festival de Cannes au moment où il y avait une mobilisation, on y reviendra, contre la destruction du palais du festival de Cannes, où il y avait beaucoup d'ouvriers, d'ouvrières, syndiqués qui avaient été impliqués. Donc, c'était pour donc défendre la mémoire et l'histoire de la construction de palais qui allait disparaître. Et paradoxalement, comme ils avaient gardé ces archives, ils n'avaient pas été trop rendus publics. Un historien avait fait une biographie de Virgile Barrel, et du coup, il avait raté l'application de Virgile Barrel dans l'histoire du festival de Cannes. Bon, c'est une première hypothèse. J'avais entendu ça, j'étais cinéphile, je voyais bien qu'il y avait sous les paillettes des réseaux rouges qui survivaient comme des cendres ou des braises sur lesquelles il fallait souffler. Une histoire qui était, un peu mélancolique ou épidermique pour certains, parce qu'ils étaient très très attachés à ce palais. Donc je me suis dit: Il faut gratter». Et j'ai eu la chance d'avoir ces archives-là. Après, j'ai rencontré les derniers témoins, des témoins de cet acteur, de cette période-là. Et puis aussi, j'ai travaillé sur des archives qui sont celles, qui sont à la Cinémathèque française, qui sont celles, du conseil d'administration du festival de Cannes. On voit une présence ouvrière, de l'ouvrier, massive, et un combat pour que le festival ait lieu en 45-46. Donc entre archives d'un député, mémoire orale, et archives du conseil d'administration du festival de Cannes, il y avait de quoi faire. Et dernièrement, j'ai bénéficié aussi, j'avais vu, au à la Cinémathèque française, où il y a les archives du festival de Cannes, qui avait des très belles archives sur Cannes 39. Mais c'est un autre historien, Olivier Loub, qui en a fait, l'histoire, et il a pu montrer le numéro zéro du festival de Cannes, si l'on peut dire, ces tentatives très avancées d'un festival de Cannes en 1939, mais festival qui n'a pas eu lieu en 39 parce que la guerre éclatait. Et paradoxalement, on connaît mieux ce festival de Cannes qui n'a pas lieu en 39, grâce aux travaux d'Olivier Loub,
que les premières éditions de 46 et de 47 sur lesquelles j'ai travaillé. Ouais, c'est ça, moi, que je trouve fou. Là, tout à l'heure, vous avez dit légende et juste avant, là, dans l'énoncé de ma question, j'ai parlé d'anecdote. Ouais. C'est-à-dire que cette, 1re édition, ça devient une anecdote Mmh. et que ce qui s'est passé après, ça disparaît du caractère, réel, quoi. C'est comme si c'était, c'est des légendes et je trouve ce mécanisme d'oubli, et d'effacement au fil des années, je trouve ça complètement fou, notamment, l'histoire mais on y reviendra, l'histoire de la destruction du 1er palais. Mais Oui. ça, j'y reviendrai. Par contre, peut-être que pour, enrichir ou contredire légèrement, c'est effectivement, il fallait ces travaux, d'Olivier Loube et d'autres, il fallait aussi des travaux autour de Jean Zay, puisque maintenant Jean Zay est très connu, ministre du Front populaire, il est au Panthéon, mais sa mémoire avait disparu en fait, hein, elle aussi, hein, donc bon, pas autant que celle de la période 46-47, mais ce travail d'historien pour refaire émerger 39, pour redire que Cannes 39 était, et ça dépasse à mon avis l'anecdote, était lié à une réaction, antifasciste. Très complexe d'ailleurs, hein, puisque quand Jean Zay pense avec des hauts fonctionnaires le festival, de Cannes qui en réaction à celui de Venise, parce que les fascistes mettent la main sur, le festival de Venise et même les nazis interviennent directement sur le palmarès, en 38, ça non plus c'était pas tellement connu. Parce que Cannes est tellement mondain aujourd'hui que ses origines politiques antifascistes, on les avait oubliées. Donc ce travail était absolument nécessaire pour, remettre au jour le festival de Cannes et ses origines. Bon, ce festival était prêt, mais n'a pas eu lieu. Mais il était au départ très mondain. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il était non seulement très mondain, et même l'antifascisme dont il se réclamait à juste titre était un antifascisme, on reviendra peut-être, c'est compliqué, mais un antifascisme assez libéral en fait. Ce qui n'est pas péjoratif dans ma bouche, mais c'est dire que c'était à la fois réagir au totalitarisme de de Mussolini, mais aussi avec l'appui des Américains qui pouvaient plus justement mettre leurs films sur le marché italien et qui cherchaient à déboucher en France, donc à Cannes par exemple. Donc la Cannes 39 ressort de cet antifascisme libéral et bénéficie de l'intelligence et de la pugnacité d'un ministre du Front populaire, Jean Zay, mais aussi des hôteliers cannois, mais aussi des Américains. En 46-47, c'est complètement différent. On peut dire que les Américains n'ont pas trop envie qu'il y ait un nouveau festival à Cannes en 46-47. D'où l'intérêt de se pencher sur l'apport du mouvement ouvrier. Ouais, c'est ça. On va faire un spoiler alerte, mais Jean Zay directement, enfin, dès le premier festival, avait été enthousiasmé par une visite aux États-Unis. Il avait ouvert un petit peu la porte à une Mm. bonne représentation des films américains pour le festival de Cannes. Oui, après, mais importante et très importante à dire, ça va rester dans le règlement du festival de Cannes avant qu'il soit lui-même changé. On mettait on envoyait des films au prorata de la production d'un pays. Donc les États-Unis étaient largement favorisés en fait en 39. Et donc Jean Zay était américanophile. C'est pas l'ami de Trump d'aujourd'hui, hein, donc mais il était intéressé, et quand il a vu quand il allait aux États-Unis pour préparer Cannes, c'est les producteurs qui l'ont reçu, parce qu'il y a pas de ministre de la culture, aux États-Unis, il y en avait pas, il y en a pas encore. Donc c'est les producteurs qui faisaient cette politique américaine, et ils voyaient tout l'intérêt, eux, d'envoyer leurs films à Cannes, et Jean Zay n'y était pas hostile parce qu'il prévoyait, une alliance, contre le fascisme en Italie et contre, l'Allemagne, et contre les nazis en Allemagne. Voilà, c'est une espèce d'antifascisme libéral, et ce qui explique très bien Olivier Loub et qui est très compliqué à comprendre aujourd'hui, c'est à la fois il y a l'antifascisme libéral, l'antifascisme pacifiste, et même il y a une sorte d'antifascisme impérial ou colonial où la France dit: «On aura besoin de nos terres» entre guillemets, de nos colonies, le «nos» est entre guillemets, pour, en, pour contrecarrer, l'impérialisme allemand, et c'est pour ça que Jean Zay demande, de proclamer «La France est un empire». Donc les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place, et en 39, mais et vont être rectifiées en 46 et surtout en 47, et la CGT à cette époque-là, en 1939, la CGT est affaiblie à cause de la répression, sur laquelle je pourrais revenir de 38. Donc c'est même un moment déclinant du Front populaire, heu et du coup, la CGT n'a pas le luxe, on peut dire, de s'y intéresser trop en 39. Elle laisse ça donc à l'hôtellerie, aux
aux Américains et à Jean Zay, même s'il voit d'un bon œil cette dimension antifasciste et libérale. Donc. Vous écrivez, après-guerre, si l'antifascisme pacifiste a disparu et si l'antifascisme impérial va rapidement sombrer dans les combats sanglants de la décolonisation, l'antifascisme libéral et l'antifascisme communiste de combat paraissent pouvoir un temps cohabiter, si ce n'est saluer leurs mérites respectifs au nom de leur récente lutte commune. Donc c'est un peu ce que vous disiez. Moi, j'avais noté ce passage, justement pour les différents types, d'antifascisme que vous venez Hein. de définir. Voilà, tout à fait. Donc, il y a à la fois ces types d'antifascisme dont parle Olivier Loubs, les deux qui s'effondrent à la Libération. Et effectivement, la grande différence en 39, autant la guerre est imminente et au début, elle sera perdue contre l'Allemagne. Je veux dire que la France déclare la, la guerre à l'Allemagne suite à des accords avec la Pologne et déclare la guerre. La Pologne est envahie par l'Allemagne le 1er septembre 39. La France déclare la guerre à, à l'Allemagne, mais ne fait rien. Elle attend derrière la ligne Maginot. En 40, quand la France est envahie en 3 semaines, et c'est un désastre terrible pour l'armée française et pour l'État français qui s'effondre littéralement. C'est un grand traumatisme national, hein, en 3 semaines seulement. Et cette guerre, ce désastre fait suite à la drôle de guerre. Et dans la mémoire nationale, on confond ce désastre cette défaite militaire en 3 semaines, mais qui va tuer quand même, faire disparaître à peu près 5000 soldats français, avec la drôle de guerre. Mais juin 40, c'est pas drôle du tout en fait. Tout ça pour vous dire que que ce désastre est absolu, ce traumatisme est grand, et que Jean Zay est victime et haï par le régime de Vichy, qui s'enfonce dans la collaboration et qui va être emprisonné par le régime de Vichy et qui va être soi-disant libéré, mais c'est une sinistre mise en scène par des miliciens qui vont l'exécuter en 44. Donc, après-guerre, les choses sont complètement différentes. Un, les Alliés ont vaincu. Et, et on n'est pas en train de contrecarrer une guerre qui s'annonce imminente et qu'on va d'abord perdre, mais au contraire, en 1946 et en 1947, surtout en 1946, on va fêter, et je dis bien fêter, et c'est extrêmement important pour Cannes 46, la victoire des Alliés. On va fêter la victoire de la résistance française, des gaullistes, on va fêter la résistance des communistes, on va fêter la victoire des Américains, des Anglais, donc de la France gaulliste et de l'URSS. Et c'est une grande fête des Alliés en 46. Et d'ailleurs, le ministre communiste Charles Tillon va venir à 2 fois à Cannes pendant cette période-là. Il y a une période d'enthousiasme. Et, euh, et d'ailleurs, quand on voit les films qui sont sélectionnés en 1946, beaucoup parlent de la Seconde Guerre mondiale et beaucoup fêtent la Seconde Guerre mondiale. Le plus célèbre d'entre eux, le film France, ça c'est un film français, mais il y a aussi des films suisses, danois et venant du RSS. Le film français le plus célèbre, c'est Bataille du Rail. Bataille du Rail qui est justement produit par la Coopérative Générale du Cinéma Français qui a des bases cégétistes. Donc c'est vraiment cette édition 46, une fête de la victoire. Il ne faut pas voir ça de manière différente. C'est une fête de la victoire. C'est sans doute la plus grande fête qui a lieu en France après-guerre, à la Libération. Je parle de 1946, où tous les espoirs sont permis. Et c'est une réussite. Ouais. Voilà, c'est donc le 46-39, c'est totalement différent en fait. Voilà. Et on a gagné. Et du coup, les Italiens n'ont pas grand-chose à dire au départ, même s'ils doivent reprendre le Festival de Venise parce eux sont dans le camp des perdants. D'accord. Et ce souffle, il a participé aussi à la création du coup, du Festival de Cannes. Vous écrivez, «La libération de la France en 44 et 45 marque également la chute du fascisme et du nazisme, la défaite du racisme et de l'antisémitisme d'État, la promesse d'une république, sociale et solidaire qui enfin accorde le droit de vote aux femmes, instaure la sécurité sociale, nationalise les grandes entreprises privées, établit les comités d'entreprise» et cetera. Peut-être jamais dans l'histoire de France et pour le plus grand nombre, il n'a été aussi clairement ressenti que le destin d'une nation était tributaire de la maîtrise de son économie et que l'épanouissement d'un peuple passait également dans la foulée de ce qui avait été brillamment ébauché sous le Front populaire. Moi, cette phrase, enfin, ce paragraphe, je le prends comme le souffle de liberté et la possibilité, un certain optimisme dans l'avenir a rendu possible tous les efforts qui ont conduit à la création du Festival de Cannes. Est-ce que je vois juste ou c'est pas tout à fait ça?
Tout à fait, oui, juste parce que effectivement, j'ai voulu montrer le festival de Cannes au lieu d'une histoire des festivals qui est intéressante, hein, qui se développe actuellement, mais il faut vraiment situer ça dans un ensemble, dans un contexte. Et c'est le contexte de la libération et de grandes conquêtes sociales. Et effectivement, ce qui avait été esquissé en 36 comme la culture, comme moyen d'émancipation, est repris en 46. Quand on crée les comités d'entreprise en 46, il y a dimension culturelle aussi. Autant la population fait des efforts terribles hein, pour reconstruire la France qui a été pillée par l'Allemagne, et en partie détruite pendant les bombardements. Donc c'est une France appauvrie, à genoux. Et il faut vraiment comment reconstruire les infrastructures. C'est la priorité. Donc les ports, les gares et tout ça. La culture aura pu apparaître comme superfétatoire. Mais justement, il se trouve qu'il y a ce Cannes 39 qui n'a pas eu lieu, dont on a la nostalgie, qu'on veut relancer. Il y a une politique de prestige, une politique de victoire, et puis il y a la part locale qui est extrêmement importante. Je pense que le maire de Cannes, qui est issu de la résistance, qui a été torturé par les fascistes italiens, lui veut à tout prix se venger, entre guillemets, des Italiens encore, et il veut reconstruire sa ville. Il a très bien compris, avec l'appui des hôteliers toujours, que le festival de Cannes pourrait être un moyen non seulement de reconstruire sa ville, d'attirer du tourisme, et pas que du tourisme de luxe. On pense aussi à cette époque à un tourisme populaire. Donc effectivement, la renaissance du Festival de Cannes est à prendre dans cet ensemble. Une volonté de l'État de se reconstruire, de briller, et une volonté d'élus locaux de changer leur ville et montrer que des lendemains meilleurs sont possibles. Voilà, c'est vraiment dans ce contexte-là. Et effectivement, le Festival de Cannes est à inscrire dans cette politique volontariste de France qui se reconstruit. Alors, on va reparler hein, du maire de Cannes un peu plus tard dans l'entretien, et aussi de Virgile Barrel, que vous avez cité tout à l'heure, parce que vous leur consacrez 2 chapitres dans votre livre. Oui. Je voulais réagir aussi par rapport à ce que vous avez dit. Dans l'introduction, vous dites quelque chose qui est passé comme une lettre à la poste au début, et qui après m'a heurté un peu comme un coup d'épaule, on va dire, quand j'ai compris ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que vous dites que le festival de Cannes est né, grâce à l'effort civique. Et bon, effort civique, moi je pensais, mais grâce à l'intervention de l'État, les politiques, blablabli, blablabla. Mais plus on avance dans le livre, plus on se rend compte que non, c'est un effort civique, c'est-à-dire au terme, vous l'avez dit, au terme local. C'est-à-dire qu'il y a toute une armée de bénévoles qui s'est mise en place, et pour rendre la ville plus jolie, pour fleurir, etc. Et aussi l'histoire de la création et des travaux du palais, je la trouve ahurissante. Elle a été faite il a été fait pardon, en 4 mois. Le, le palais. Comment c'est possible de lever cet effort civique? Est-ce que ça s'explique aussi par le tout, par la situation politique, etc., ou c'est autre chose? Bien sûr, non, non, c'est un effort civique, vous avez raison, sur le sens fort, au du terme, un effort civique, un effort citoyen, et il y a un élan qui mêle patriotisme local et patriotisme aussi au sens non xénophobe du terme. Et du coup, alors je pense il faut parler de Cannes un peu à la Libération. Cannes a été abîmée, hein, même si ça n'a pas été rasé comme Lorient, Rouen ou Le Havre, mais a été vraiment abîmée par les combats de la Libération. Il y a eu la résistance était importante, mais la collaboration était aussi très importante avec en particulier les doriotistes qui étaient de sinistre mémoire. Et Cannes a été envahi 2 fois, une première fois par les Italiens, puis quand ils sont partis par les Allemands. Donc ils savent ce que c'est. Et puis il y a eu l'armée américaine qui est arrivée, l'armée de libération, mais l'armée de libération elle était un peu encombrante et il a fallu leur céder les hôtels où ils ont logé. Donc il y a eu beaucoup de dégâts dans la ville, les plages sont occupées, certaines sont polluées, problème d'adduction d'eau, jardins dévastés. Et pour Cannes, les jardins, c'est extrêmement important, hein. C'est comme les parcs dans notre ville. euh, et les bords de mer, c'est extrêmement important. C'est là qu'on peut s'aérer, se distraire, alors que les habitats sont abîmés. Donc le maire Raymond Picot, qui est élu à la stupéfaction des renseignements généraux, parce que Raymond Picot, lui, c'était le seul élu antifasciste des années 30. Il n'était pas communiste, mais les communistes le soutenaient. Un médecin des pauvres, très populaire dans le quartier populaire de Cannes-la-Boca. Il est résistant, il est à la tête de la déclaration provisoire de la ville, puis élu, donc comme maire, à la tête d'une liste de gauche, très à gauche, à majorité communiste.
avec des élus, des vieux travailleurs qui sont dedans. La première chose qu'il fait, c'est relancer sa ville justement et pour relancer sa ville, il manque de tout, de matériaux, mais il manque pas de bénévoles, de bonne volonté et d'élan, de cet élan civique et donc un peu comme ça s'est développé dans d'autres villes de France, je pense à Marseille en particulier, où il y avait des groupes de choc qui de manière transpartisane, de manière bénévole, volontaire, refaisaient, des travaux que les entreprises classiques n'avaient pas le temps de faire. Donc, des quartiers se mobilisaient pour refaire des escaliers, par exemple. On voit ça à Marseille. Raymond Picaud, il fait la même chose. Il appelle la population à nettoyer les plages, à refaire les boulevards, à refaire les jardins, à refaire l'entourage du casino municipal où il y aura le 1er festival de Cannes en 46. Et puis en 47, il va même plus loin puisqu'il demande aux bénévoles, aux syndiqués, de se mobiliser pour construire un palais, spécifiquement dédié au cinéma, qui sera une des conditions pour obtenir le fait qu'il y aurait un festival à Cannes tous les ans, ce qu'il souhaitait. Et son appel va être entendu. Donc oui, il y a vraiment un effort civique extrêmement important comme ça. Et effectivement, on a du mal à concevoir aujourd'hui que ce palais, ce palais a été donc construit en 4 mois, même s'il n'est pas tout à fait fini. Il a lieu, c'est très important et symbolique, à la place du club nautique. Le club nautique, pendant guerre, était un des lieux de la collaboration et du parasitisme social. C'était les riches qui allaient, le yacht club, on appelait ça, bien sûr. Et, euh, et les jeunes souvent syndiqués, la CGT, ont proposé à la mairie d'occuper le yacht club, d'en faire des bureaux, des salles de sport. Et quand il a fallu construire un palais du festival très vite, ils ont dit: «Bah, là, à la place du yacht club, ça serait bien, à la place du club nautique». Donc ils ont détruit à la pioche, ce club nautique et en 4 mois, à partir du mois de mai, ils ont fourni le bâtiment en septembre, donc 200 personnes se sont mobilisées jour et nuit, pour construire, une première version de ce palais pour qu'il soit prêt pour que le festival ait lieu, donc en septembre 47. Ouais, moi je trouve cette histoire, c'est une des histoires qui m'a le plus, heu, j'allais dire pas choqué parce que c'est pas le mot, mais je suis tombé de ma chaise. Je n'étais pas du tout, mais alors pas du tout au courant de ça et du coup je comprends beaucoup mieux, grâce à votre livre, pourquoi, en 88, à l'occasion de la destruction, du palais, il y a eu, il y a eu bisbille, on va dire. Il y a eu, des pétitions qui se sont lancées pour éviter la déconstruction la destruction du palais. Mais on y reviendra tout à l'heure. Je tease. Et vous l'avez dit en tout début là, Cannes a été choisi pour des raisons aussi géopolitiques du coup. Puisque, il y avait l'Italie, fasciste à côté, Cannes avait souffert et cetera. Donc ça a été une décision, géopolitique. Ouais, vous écrivez: «Ce cadre géopolitique éclaire également bien des motivations et ambitions des initiateurs et inventeurs des premières éditions du festival». Donc il y a eu ce choix géopolitique, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a eu aussi pour le tourisme. Oui, C'est ça, il y a eu tout à aussi fait. Tout à fait. Bah, Cannes est une ville, si on le connaît, Cannes, Nice sont des villes de tourisme de luxe, hein, depuis la fin du 19e siècle, hein, où il y avait les têtes couronnées qui venaient là. Heu et heu et donc mais par contre, c'est une activité, l'activité touristique de luxe est en déclin, dans les années 20 et en plus dans les années 30, en fait. Heu, donc on pense en 1939 le festival de Cannes en septembre justement, ça sera plus tard qu'il aura lieu en mai, en septembre pour relancer l'arrière-saison, en fait. Voilà, donc c'est un million touristique pour relancer l'économie locale. Mais parallèlement, à ce tourisme de luxe, dépend de ce tourisme de luxe tout un prolétariat de l'hôtellerie, hein, qui est organisé d'ailleurs, hein, syndicalement, en tout cas dans les grands hôtels de luxe, la CGT s'implante sous le Fonds populaire et aujourd'hui, encore aujourd'hui au Carlton, la CGT fait 75 des voix. Ça le sait pas trop, mais elle est vraiment puissante. Heu, donc mais au-delà de ce genre des gens de services, liés à cette hôtellerie de luxe, il y a aussi de la petite hôtellerie, hein. On va en vacances, si les prolos viennent en vacances, en à Cannes, sous le Front populaire par exemple, on y va en bus, le gouvernement Front populaire, rend possible les choses parce qu'il fait des tarifs, réduits, en bus et en train pour pouvoir aller à Cannes grâce aussi aux congés payés et donc c'est ce qui s'esquisse aussi un tourisme social, un tourisme populaire, et c'est une espèce d'utopie qui est en particulier poussée par Virgile Barrel qui est le député communiste de Nice, mais il n'y a pas que lui, où il rêve d'une espèce de Riviera rouge, réservée aux prolétaires et c'est pas qu'une utopie, ça peut prêter à sourire aujourd'hui, mais il réussit, grâce aux syndicats à
à faire loger des milliers de prolétaires sur la côte. Et le festival de Cannes en 46-47, dans son esprit, parce il est incarcéré pendant la guerre, mais il garde cette utopie en tête à la Libération. Le festival de Cannes lui permettra, ils veulent jouer sur des tableaux, le côté mondain pour l'apparat et le prestige international, mais aussi le côté populaire grâce à ce tourisme populaire, dont il y a encore quelques traces aujourd'hui. Oui, c'est ça moi aussi que je trouve fou dans cette histoire. C'est comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a tout un ensemble de raisons qui ont fait que, ça a fonctionné, quoi. Et des raisons objectives, on va dire, la géopolitique et le truc que même le tourisme a eu son rôle dans le choix de Cannes, je trouve ça fou. Vous pardon? Non, non, je vous laisse. Excusez-moi. Vous dites, hein, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Vous dites que, il y avait plusieurs villes qui étaient concurrentes. Il y Oui, avait Bruxelles, Venise, Strasbourg et Monaco. oui. Alors, Alors Monaco, ça a été écarté par la diplomatie française, hein, qui aurait très mal vu que Monaco n'est pas en France, ça ne fait pas partie de la France, donc qu'il y a un festival sur le cinéma français qui est lié à Monaco. Là, vraiment, le Quai d'Orsay a agi fermement, parce qu'il a été alerté par le maire de Cannes et par le député Pourtalais aussi, qui est un horticulteur, un député de gauche et lié-trentiste, un député communiste aussi, qui est réélu à la Libération. Eux, ils veulent écarter Monaco, ils règlent la question assez vite. Il y a un concurrent plus sérieux qui est Biarritz, dès 39 et à l'après-guerre aussi, parce que Biarritz, c'est une ville là aussi qui est très bien équipée avec ses casinos. Euh, donc, il y avait moyen d'accueillir un festival de cinéma. L'hôtellerie de Biarritz, c'était moins organisé à l'époque, il y avait moins de relais dans Paris que l'hôtellerie cannoise, donc ça va contribuer au fait que ça va pas être retenu. Strasbourg, il y a un festival de cinéma à cette époque-là. En Belgique, il y a un festival vraiment important qui est beaucoup mieux doté que le festival de Cannes au départ. Le festival de Cannes bénéficie d'un peu de moyens. Du coup, c'est pour ça que l'enthousiasme et l'implication des élus locaux et la population est extrêmement importante. Donc oui, au début, c'était pas gagné. Il y avait des rivaux que j'ai cités, et puis Venise est redevenue démocratique et dans le protocole initial, il devait y avoir une alternance entre Venise et Cannes. C'était un an sur deux. Mais en fait, Raymond Picot et la gauche combattante et militante, en 47, vont faire un coup de force. Ça a tellement bien marché qu'en 46, qu'ils refont une édition de Cannes en 47 et ils vont lancer, ça prendra un peu de temps, mais le fait que le festival ait lieu tous les ans et à Cannes. C'est le fruit d'une mobilisation aussi. Ça tombe pas du ciel et ni par hasard. Raymond Picot, c'est le maire de Cannes et on y reviendra un peu plus tard. Et pour ouvrir et fermer une parenthèse rapidement, vous racontez aussi dans le livre, par rapport à ce que vous racontiez tout à l'heure sur le tourisme, comment Cannes a accueilli les premiers ouvriers en congé payé, qui arrivent exténués pour voir la mer la première fois. Mais bon, ça, je renvoie au livre parce que je trouve la scène amusante, en fait. Je vois bien les images Oui, c'était assez dans ma tête, ouais. Voilà, c'était un universitaire, Olivier Zik, qui a écrit la biographie de Virgile Barrel et qui décrit ça, qui ça avait été même repris par Le Figaro qui le condamnait, mais effectivement, c'était le train de la mer, le train des loisirs, qui arrivait le 4 août. C'est pas un hasard. 4 août 36, c'est le jour de l'abolition des privilèges, et pour certains, c'est la première fois qu'ils voient la mer. Et c'est vrai que près de Cannes, la mer est splendide, d'un bleu magnifique, et donc les ouvriers crient, s'exclament devant le spectacle de la mer, effectivement. Et ce partage, cette volonté de partager la mer à tous, y compris aux prolétaires, ça perdure à l'après-guerre. Alors peut-être que je n'ai pas assez insisté sur le rôle, de la lutte syndicale et de la CGT dans la création du Festival de Cannes. Vous avez parlé, pendant une demi-heure par petites touches. Je veux lire un extrait, vous parlez de la légende et de l'oubli. Alors on en a parlé au tout début, de l'entretien. L'oubli se mesure aisément encore aujourd'hui en jaugeant les réactions des interlocuteurs et des interlocutrices, stupéfaits ou dubitatifs, qui apprennent que la CGT est membre du conseil d'administration du Festival de Cannes en raison de son implication dans sa naissance et en fonction également de sa représentation dans le champ du spectacle. Et ben voilà, c'est moi, j'ai été stupéfait, oui. Oui, alors la CGT, effectivement, est toujours membre du conseil d'administration du Festival de Cannes. Bon, c'est un siège sur une petite trentaine, j'imagine, mais important, qui perdure. Alors,
Je pense qu'il y a des anciens qui ont dirigé le festival de Cannes, comme Gilles Jacob, même peut-être comme Lescure aussi, dont les parents étaient issus de la Résistance, parents et grands-parents, avaient mémoire de l'engagement ouvrier, l'engagement cégétiste. Donc c'était plutôt pour garder cette trace rouge qu'on tolérait, entre guillemets, la présence de la CGT au festival au CA aujourd'hui. Surtout que maintenant c'est surprenant parce il est majoritairement très mondain, même s'il n'est pas que ça, et très bling-bling et très paillettes et parfois indécent vu l'argent qui coule, même si ce n'est pas que ça. Mais en même temps, il n'y a pas qu'une fidélité à cette histoire, à cette mémoire. C'est comme vous venez de le dire, que la société est très majoritaire dans le monde du spectacle encore aujourd'hui, hein, et je pense que si on reviendra peut-être dessus, mais cinéma français de qualité aussi, et divers, plus divers qu'on ne le dit, qu'on ne le prétend, quand on le connaît mal, c'est dû à ces lois, des lois sociales et à l'excellence de beaucoup de techniciens dans le domaine du cinéma. Et ça, c'est une espèce de enfin d'économie un peu saine, sociale, économique du cinéma. C'est lié à l'histoire économique, mais aussi syndicale. Je veux dire que s'il y a un cinéma français divers, vivant, qui déjà il est vie, contrairement à d'autres, c'est lié à des mobilisations sur lesquelles on reviendra, à des lois d'aide, et la part syndicale est importante. Et actuellement, aujourd'hui, la CGT est très majoritaire dans les métiers du spectacle. Même il y a eu les élections des très petites entreprises dans le domaine de l'audiovisuel, autant, autant les résultats sont médiocres et très peu de participants au-delà du monde du spectacle, autant la CGT a encore gagné des voix et de l'influence même dans les très petites entreprises. Pour sortir de cette anecdote, cette fédération du spectacle CGT est unique et à part dans l'histoire syndicale. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été affectée ou très peu affectée par la scission avec Force ouvrière en 47. Donc elle représente vraiment à peu près tous les métiers et même toutes les sensibilités. D'où sa force, d'où la nécessité qu'elle soit présente dans ces festivals de Cannes, pas seulement, via l'histoire, mais via le poids qu'elle représente encore aujourd'hui. Ouais, et on comprend mieux du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, de la possibilité de lever une armée bénévole pour terminer le palais, et cetera. Ils Oui. ont, pris, Même pour le construire. Alors, en fait, pour revenir sur l'implication de la CGT, bon, qui était beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante et beaucoup plus adhérente à la Libération qu'aujourd'hui, hein, certes, je pense à la Libération, la CGT devait avoir grosso modo 4 millions d'adhérents. Aujourd'hui, il en a 500 000. Vous voyez bien 500 ou 600 000, vous voyez bien la différence. N'empêche qu'encore aujourd'hui, l'effort syndical, je ne parle pas que de la CGT, si on met CFDT, CGT, Force ouvrière, Sud, UNSA, ça fait à peu près 2 millions de syndiqués en France. C'est pas ridicule, c'est bien plus que les partis politiques. Je ferme ma parenthèse. Mais souvent, on oublie ce poids encore important et cette capacité à mobiliser des millions de Français, on l'a vu pour la réforme des retraites. Mais pour l'implication de la CGT au niveau du Festival de Cannes, pour y revenir, elle se fait à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est justement, on en a parlé déjà, c'est l'implication d'ouvriers, d'ouvrières, très généralement syndiqués, qui vont non seulement construire le palais du festival, heu, garde rétablir les jardins, les plages pour le festival, mais ils vont construire ça pendant leur jour de travail, mais aussi bénévolement en plus la nuit, pour que le document pour que le bâtiment soit formé. Donc c'est un investissement syndical local, si l'on peut dire. Ça, c'est le premier investissement. Le second investissement, c'est, le festival est un peu fragile au départ et la direction du festival a besoin du soutien par exemple, des acteurs et des vedettes, ce qu'on appelle des vedettes. Et au sein de la fédération du spectacle, il y a le syndicat des acteurs et au sein du syndicat des acteurs, c'est très curieux, il y avait à cette époque-là ce qu'on appelle le bureau V, V comme vedette, où toutes les grandes vedettes étaient syndiquées. Et la direction du festival va solliciter la CGT via son bureau V pour qu'il y ait des vedettes à Cannes en 46 et 47. Voilà donc la deuxième application. Et la troisième application, c'est au sein du conseil d'administration du Festival de Cannes où la CGT est présente. Mais elle est présente, Becker, Grémillon, qui sont des syndiqués, vont travailler avec le CA du festival. Mais en travaillant sur les archives, c'est plus le poids des élus locaux qui est plus important. J'ai l'impression, et donc là, c'est les élus, en particulier de Birgit Barrel, de Raymond Picaud et de l'autre député communiste, enfin les 2 députés communistes, Barrel et Picaud, et du maire de Cannes, qui est présent au sein du CA. Voilà pour le spectre du mouvement ouvrier qui est très présent, pour le lancement du festival sur ces trois vecteurs, sur ces 3 plans. vous parlez de, Pierre Lescure, vous dites, «L'élection du président cinéphile, fils et petit-fils de grands résistants antifascistes militants, permettait d'adresser un clin d'œil à une histoire commune, souvent héroïque».
Ça, vous voyez, moi, je l'avais pas vu. J'avais vu, le journaliste bling bling, comme vous avez dit, Oui, et mondain, comme dit dans le livre, mais j'avais pas vu ce rappel au passé et à l'implication que ça donnait à sa nomination. c'est vrai. Et Heu Gilles Jacob aussi, qui est un enfant caché, hein, qui a dirigé le festival pendant les 70-80, avait mémoire de ça. Il s'entendait très bien, par exemple, avec Jean Voirin, qui a dirigé la fédération du spectacle pendant très longtemps. Il y en a un, c'est un bon bourgeois, un grand bourgeois très, très gentil. Je parle de Gilles Jacob, un humaniste, et l'autre, c'était un prolétaire du film, issu du prolétariat vraiment ouvrier, du spectacle, mais les 2 s'entendaient très bien. C'était un peu ça aussi, Cannes. Pour Lescure, pour les parents Lescure, père et grand-père, je conseille à tous les auditrices et tous les auditeurs de consulter le Maitron, MAITRON, ou en ligne, ou le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, où là, il y a les biographies, plein de gens, dont des résistants, dont les Lescure, et vous verrez combien ils ont été, importants et héroïques pendant la guerre. OK, super. On mettra le lien, dans la description de l'épisode et sur les réseaux sociaux. Dans le livre, vous faites aussi des portraits de personnes importantes. Alors notamment, vous citez plusieurs fois depuis le début, de Virgile Barrel, mais aussi de Raymond Picaud donc, Ouais. Oui. et vous dites, quelque chose qui m'a alors ça me fait rire, mais ça paraît pas rire, mais je trouve ça tellement, ironique, et j'explique et vous comprendrez. Vous dites que vous expliquez que le docteur Picot, il est surnommé un petit peu le docteur des pauvres, parce qu'il est du quartier, il s'établit dans le quartier de la Boca, très populaire. Il soigne, quiconque, passe sa porte, et lors de son élection, à la mairie, il a une note, des renseignements généraux qui n'en reviennent pas qu'il ait été élu. Ils disent, je cite: «À Cannes, cité essentiellement bourgeoise, qui a toujours été administrée par des élus appartenant à des partis élus modérés, où la classe ouvrière est en nette minorité, l'opinion publique ne s'attendait pas au succès important réalisé par la liste commune, qui groupe des partis de gauche, d'extrême gauche. La nouvelle municipalité, le reflet exact de la délégation générale, maintenue par la consultation gé maintenue par la consultation populaire, est nettement à gauche». Je trouve ça, fou comment le docteur des pauvres peut gagner dans une vie de riche. Ça dit en gros la note. Ah oui, c'est marrant, mais j'aime bien ce langage, à la fois mesuré et fleuri. J'aime bien la langue administrative, c'est vrai que j'étais un peu facétieux en prenant ce type de citation, parce que les renseignements généraux ne cassent pas leur surprise. Peut-être qu'ils commettent une petite erreur, même s'ils connaissent bien, bien, bien la ville, hein, c'est leur fonction. Effectivement, la ville est bourgeoise, mais elle n'est pas que bourgeoise. Et il y a vraiment des quartiers populaires. Encore aujourd'hui, à Cannes, hein. À Cannes, Cannes n'est pas n'est pas que sur le front de mer. Il y a vraiment des grands quartiers populaires. Il y a un taux de RSA extrêmement important. Il y a une population pauvre. Non, ça correspond pas seulement aux clichés de vieux riches qui promènent leurs chiens, même si ça existe le long de la plage. Euh, donc, et en particulier à la Libération, et même avant, il y a un cadre pauvre, et aussi un cadre populaire, en particulier à Cannes-la-Boca. Cannes-la-Boca, c'est un quartier qui est tout à fait plaisant aujourd'hui. On voit des traces de l'immigration encore importante, hein, parce qu'il y a une immigration italienne, maintenant il y a une immigration d'Afrique du Nord importante, Afrique du Nord comme on disait naguère. Euh, donc, et dans ce quartier, qui s'est développé de manière industrielle avec l'arrivée du train, il y a eu une verrie, par exemple. Il y a eu une verrie très importante au 19e siècle, qui a duré plusieurs décennies. Et dans cette verrie, il y a beaucoup d'Italiens, y compris des enfants, qui ont travaillé. Voilà pour le côté populaire. Et puis, il y a aussi les aciéries du Nord, qui embauchaient énormément, les aciéries du Nord, avec un centre de formation. Tout ça, ça va être un vivier prolétaire syndical, qui va être mobilisé pour le Festival de Cannes, et qui va construire le palais du Festival de Cannes en grande partie. Donc voilà pour un côté plus divers sociologique. Et Raymond Picaud, lui, il a la confiance, parce que ça fait longtemps qu'il est installé à Cannes-la-Boca, même s'il n'est pas cannois d'origine. Il a la confiance de cette population laborieuse, il a le prestige de la résistance, et donc, vu le contexte de la Libération, où l'extrême droite est discréditée, une grande partie de la droite aussi, il gagne les élections en 45, ce qui n'est pas si surprenant que ça, en fait, comme ça. Mais c'est momentané. Mais sur le portrait de Raymond Picaud et de Virgile Barrette, je renvoie vraiment au livre, parce que c'est expliqué, très, très bien, et quand tu lis, pardon, Non, non, mais il y a pas de problème. et quand vous lisez leur vie, vous vous dites: «Mais waouh quoi, quel courage déjà,
et quel engagement, c'est ahurissant, quoi. Ouais, Euh, je me suis beaucoup attaché à la personnalité de Raymond Picaud et c'est vrai que je trouve qu'il y a une injustice, il est peu connu. À Cannes, aujourd'hui, il y a un grand boulevard Raymond Picaud, hein, même il y a quelques bâtiments, il y a des stèles, des choses pour lui, mais on ne sait plus qui c'est. On ne rappelle pas qu'il a été maire de Cannes. On dit le médecin des pauvres, voilà, mais c'est un peu un cliché. Effectivement, il était médecin et très généreux, mais on oublie, parfois le résistant, on oublie l'antifasciste et surtout on oublie le maire de Cannes de 45 à 47 et on oublie le co-créateur du festival de Cannes. Donc mmh, effectivement, ce petit livre avait pour fonction de réparer une injustice et d'ailleurs, j'aurais totalement réparé quand je ferai entrer Raymond Peco dans le métron dont je parlais, puisqu'il n'est pas dans le métron encore. alors ça, alors ça, c'est fou, c'est scandaleux parce que je parlais du courage, beh, je vais, en plus en dire du coup. C'est-à-dire que le courage, il est arrêté, il est torturé, il s'échappe, il rejoint Cannes, il rejoint, pardon, le maquis, il rentre en résistance et son premier réflexe, c'est de dire: «Je veux me réengager, je veux me réengager» Oui, et oui, en fait, il était déjà dans la résistance, mais il n'était pas dans le maquis. C'était pas armé, mais on peut résister de différentes manières, comme il l'a fait très bien, en, en accueillant des gens de l'intelligence service, en planquant des familles juives et tout ça. Donc, il avait une activité de résistance importante. Sur dénonciation, il est arrêté par la police politique italienne, hein, le bras, et il fait deux ou trois prisons en France, plus de deux prisons en Italie, où il subit différents sévices. Et à un moment, quand le régime mussolinien s'écroule, il arrive à rentrer clandestinement en France mais là, il est vieux, amaigri, affaibli et il demande de prendre les armes. Et la direction du maquis lui dit: «Non, vu ton âge et ton état et puis on aura besoin de toi, c'est déjà une politique des cadres à la libération». Ce qui est effectivement le cas puisqu'il est à la tête de la délégation provisoire de la ville, puis après, maire de la ville. Non, il est effectivement très, très courageux. ouais, un bonhomme, quoi. Ouais. OK, tu renvoies au livre sur ça, franchement n'hésitez pas. Vous écrivez, alors là on passe complètement sur notre sujet, c'est, aucune transition. Sur la réception du festival de Cannes, vous écrivez ça: «Incontestablement, la première édition du festival de Cannes est un beau succès. L'indiscipline» «l'indiscipline du public et les fraudes pour accéder aux projections en sont peut-être des éléments de preuve. De manière plus tangible, le nombre des pays participants, 21 délégations, la participation de ministres et de personnalités étatiques, vous en citez, plusieurs, l'affluence des journalistes et l'éclat de plusieurs fêtes attestent cette réussite» et moi ça me fait penser, on peut dire la même chose du festival aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord ou quand même, pas trop? C'est-à-dire? C'est-à-dire que, aujourd'hui, le festival de Cannes, c'est une réussite. À quoi on pense? Aux fêtes, aux officiels qui arrivent, Oui. à la presse, qui est partout, la montée des marches, par exemple et et ça, c'est pour le premier festival en 46 et je pense que le même texte peut être utilisé pour le dernier, festival en changeant les noms, bien entendu. Ouais, c'est possible, ouais, hein, c'est un empire parce que l'argent a pris de plus en plus de place, les Américains ont pris une place importante, peut-être trop importante au sein des festivals, ça peut changer. Il y a une espèce de désir, d'envie, d'ennui mêlé, qui est peu intéressant, d'une espèce de vanité qui se montre, de luxe insolent, non, c'est pire. Puis en plus, c'était, en 46-47, il y avait un peu côté un peu bon enfant. On pouvait approcher des vedettes, on pouvait les voir sur la plage. Maintenant, il y a des gardes du corps, de sécurité, donc il y a tout un côté, indécent, obscène dans le festival d'aujourd'hui, mais qui n'est pas que ça et pas que ça parce qu'il y a toujours un incroyable engouement cinéphilique, véritable. On peut voir les films parce que si on les voit pas dans le palais des festivals de Cannes, ils sont comment, ils passent le lendemain dans d'autres, cinémas de la ville. Donc en faisant la queue, en prenant des billets, on peut voir ces films-là. Il y a vraiment une espèce de frénésie cinématographique et cinéphilique qui existe encore. Les journalistes, les directeurs de salles sont là, et puis, c'est un clé de voûte. Cannes fait partie c'est une des clés de voûte de l'économie française du cinéma. C'est le plus grand festival, du cinéma au monde, et même si on n'est pas toujours d'accord avec les palmarès, moi en particulier pour le dernier, il y a quand même des films très rares, du monde entier qui viennent. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez ambivalent le festival de Cannes. Il a toujours été, il se caricature lui-même et en même temps, il est indispensable, dans l'économie mondiale du cinéma et dans l'économie française du cinéma aussi. Donc voilà, c'est tout ça Cannes en fait. Oui, mais j'ai l'impression quand même que cette énergie du vide, on va dire, elle était déjà présente quand même
alors peut-être pas aussi, énorme et pas aussi voyante, mais elle était présente aussi, à l'époque parce que vous racontez, qu'on empêche, certaines personnes de monter sur scène parce qu'elles n'ont pas le bon costume. Il y a même Répond Picault, hein, qui dit: «Non, non, mais c'est quand même le festival, un festival prolétaire ouvert à tous», suite aux premières, critiques. Donc il y a quand même Il dit pas prolétaire, il dit démocratique. démocratique, merci. Oui. Mais par contre, oui, vous avez raison. Alors, il y a peut-être une différence entre 46 et 47. 46, alors, dans il y a ce qui se passe dans le palais, il y a les fêtes, mais il y a aussi les fêtes dans la rue. En 46, il y a les fêtes dans la rue, il y a des batailles de fleurs. C'est pas anecdotique parce qu'il y a une industrie de la fleur extrêmement importante à Cannes à cette époque-là et des ouvriers de la fleur, des ouvrières de la fleur, comme il y a aussi, enfin, de l'horticulture, mais aussi de la couture à la haute couture. Ça fait tout un prolétariat aussi avec ses spécificités, mais c'est pas anecdotique. Donc d'ailleurs, ce prolétariat sera mobilisé en 47 pour construire le palais et pour l'enjoliver. Et ensuite pour le défendre et pour le surveiller. On en parlera peut-être. Mais du coup, oui, il y a le côté mondain en 46 qui est manifeste. Mais par contre, il y a un festival, il y a aussi un défilé à l'hymne de la paix. Donc il y a des cars, des chars qui défilent dans la ville pour manifester pour commémorer la paix et la victoire des Alliés. Donc ça, c'est pour l'aspect assez populaire. Et puis l'édition de 47 est plus populaire que celle de 46, puisque la classe ouvrière qui a été mobilisée sur Cannes pour construire ce palais du festival, et là, le docteur Raymond Picault fait venir les ouvrières, leurs entrepreneurs et les ouvriers sur scène et les fait applaudir. Et les festivaliers se dressent, les applaudissent et chantent la Marseillaise. Donc voilà pour ce côté social et patriotique, de 46 plus que de 46. 47, c'est vraiment l'édition la plus démocratique, la plus liée au mouvement ouvrier et les mondanités sont présentes, mais moins présentes qu'en 46 et que par la suite. Ouais, vous racontez, hein, cette histoire-là, de Raymond Picault qui fait entrer, qui fait venir, bon, sur scène, des ouvrières et ça donne un chair de poule, d'imaginer, d'imaginer la Marseillaise qui se lance et les gens qui se lèvent. C'est vraiment moi, c'est un de mes 2 passages préférés, ce passage-là et le passage où vous racontez, les premiers vacanciers qui découvrent la mer. Où vous racontez, même si vous racontez la logistique qu'il y a derrière, imaginez comment ça s'est passé, ça il y a un petit pincement au cœur, en fait. Eh bah, je vous remercie. J'écris pour provoquer aussi, des pincements au cœur et de la réflexion et de l'enrichissement, donc merci beaucoup. Bon, mais tant mieux, c'est réussi. Alors tout à l'heure, vous avez parlé, des USA et du règlement du festival de Cannes au démarrage, donc qui fait entrer des films par rapport à la production, du pays. Plus on produit, plus on peut présenter des films à Cannes. Ça va être, heu, c'est-à-dire aggravé par les accords, Bloom-Burns, signés par, Léon Blum. Burns, c'est le ministre Secrétaire états-unien. d'État secrétaire d'État aux affaires, étrangères, je crois. Il faudra vérifier, mais oui. Alors si c'est votre question, je peux y répondre parce que effectivement, autant les Américains soutiennent le festival en 1939 dans sa version qui n'aura pas lieu, autant en 46 ils sont dubitatifs, ils sont hésitants puisque justement, il y a négociation entre la France et les États-Unis à propos des affaires cinématographiques. Alors ça, c'est une petite annexe par rapport à une négociation beaucoup plus grande, parce que quand on parle des accords Bloom-Burns, c'est, des négociations qui prennent des mois et c'est dans le cadre de la reconstruction de la France, où la France a effectivement besoin de capitaux pour se reconstruire et doit aussi annuler sa dette de guerre vis-à-vis des États-Unis. Et au début, ça se passe bien, mais les producteurs américains qui font la politique américaine du cinéma, vont faire pression sur le négociateur américain pour qu'il mette une clause qui est très défavorable au cinéma français, heu, puisque, ça demande de contingenter les films français, au bénéfice des films américains. Et les milieux du cinéma français vont se rendre compte et ils vont être choqués par ça. Ils vont alerter la CGT et le Parti communiste qui vont faire de grandes mobilisations. Mais dès 46, ça commence, j'ai vu ça dernièrement dans les archives, la CGT commence à s'inquiéter de ces accords Blue-Burns pour leur ballet cinématographique. Heu et une des petites thèses de ce livre, Tapis rouge des classes, c'est que Cannes 1947 est vraiment un élément important, constitutif de la mobilisation des milieux du cinéma français pour la défense du cinéma français contre, l'hégémonie américaine, pour dire vite. Heu et il y a comme élément de preuve, c'est qu'un des films comment primés à Cannes en 47, c'est Antoine Antoinette, qui est un très beau film de Becker, qui est un couple d'ouvriers, qui a
pour héros un couple d'ouvriers anonymes, Claire Maffei et Roger Pigault. Elle est vraiment prise dans la rue, hein, et castée, comme on dit maintenant, dans la rue, et lui est acteur, et c'est des gens modestes dans le film. Donc ce film-là est primé en octobre, fin septembre, octobre 47, pendant le Festival de Cannes, et ce couple, le couple Antoine-Antoinette, donc ce couple de cinéma, va être à la tête de la manifestation de janvier 48 pour la défense du cinéma français contre les accords Blum-Burns qui menacent le cinéma français. Donc il y a toute une opération, si l'on peut dire, syndicale, politique, idéologique, de l'image aussi, à partir de 47 et de 48, janvier 48, avec cette fameuse manifestation à la tête de laquelle il y a Jean Marais aussi, où il y a des milliers à la fois d'ouvriers et d'ouvrières du film, mais aussi de techniciens et d'étudiants de l'IDEC et de spectateurs qui viennent applaudir leur vedette. Cette manif a lieu en janvier 48 et c'est le début d'une mobilisation. Enfin, c'est le début. C'est 47, c'est Cannes 47 qui était le début d'une mobilisation. Mais Cannes 47 et cette manifestation représentent les débuts d'une mobilisation intense, importante, qui va aboutir à la révision des accords Blum-Burns, d'une part, dans un sens un peu plus favorable au cinéma français, et surtout à la fameuse loi d'aide de 48, qui permet aujourd'hui, qui est une explication de la force et la vitalité du cinéma français aujourd'hui, parce que cette loi d'aide est votée à l'unanimité du Parlement, suite à ces mobilisations syndicales et politiques. Cette loi d'aide est votée à l'unanimité du Parlement en septembre 48, et elle prévoit au début de manière provisoire, mais ça dure toujours, de faire une petite taxe, une parataxe sur tous les billets qui sont achetés en France, y compris pour les films américains, et que cette taxe est réinvestie via le Centre national du cinéma, CNC, créé en 46, que cette taxe est réinvestie dans l'industrie française du cinéma. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais cette idée est un peu géniale parce que ça explique que cet argent réinvesti dans le cinéma français via le CNC, donc explique la vitalité et la diversité du cinéma français aujourd'hui. Ce système est très envié. Il a été renforcé par différentes lois, la loi d'aide, il est aussi renforcé par le régime des intermittents défendu par la CGT, entre autres, et il est quasiment unique au monde, ou envié ou imité. Si un cinéma en Corée du Sud, c'est qu'il s'inspire aussi de ce modèle-là. Donc, les mobilisations prolétaires de 47 ne sont pas du tout anecdotiques autour de Cannes. Elles permettent le début de la mobilisation, qui permettent la survie et le développement du cinéma français. Je suis désolé d'avoir été si long. Non, non, c'est parfait. C'est ça, moi, alors je trouve ça pas ironique, mais je trouve ça comme une claque dans la tête du cinéma américain, parce que ces accords-là qui ont été faits pour privilégier un petit peu les intérêts des USA, de l'Amérique, mais au final, la réaction a donné lieu à la pérennité du cinéma français encore aujourd'hui. Oui. Je trouve ça beau d'un sens. Ça peut donner espoir, oui. Ouais, c'est des mobilisations positives, tu vois, et intelligentes, et qui ont vraiment, même les producteurs, les ouvriers, les techniciens, les réalisateurs, tout le monde a manifesté, et aussi les spectatrices et spectateurs, parce que le cinéma était à l'époque populaire. Il l'est encore, mais il était encore plus populaire à l'époque. Donc c'est devenu et contre Bloom, qui a plein de qualités, mais Bloom était un personne de l'autre temps, qui voyait pas trop l'intérêt et la force du cinéma. C'était quelqu'un beaucoup plus du livre, et c'est les professions du cinéma qui se sont mobilisées effectivement pour pas disparaître, pour pas être condamnées au chômage, mais aussi pour défendre un aspect de la culture française qui était extrêmement important. Donc oui, ça participe à tout ça. D'où l'importance de la lutte syndicale. Si on l'a pas compris, on a un bon exemple là. Voilà, syndical, politique, associatif. Et ce qui est intéressant, c'est que les ciné-clubs qui sont soutenus par les CE après-guerre, et vraiment, il y a une espèce d'épidémie, au bon sens du terme, de ciné-clubs. Il y en a de plus en plus qui s'ouvrent, même si ça ne dépasse pas toutes les barrières sociales pour autant. Ces ciné-clubs ont pour fonction de faire partager l'amour du cinéma, la connaissance du cinéma, l'histoire du cinéma, les métiers du cinéma, mais aussi font des spectateurs et des spectatrices une masse agissante politiquement. Et ça, c'est sans doute une utopie communiste depuis les années 20-30, hein. C'est peut-être cette utopie laïcisée dans cette cinéphilie populaire et de gauche. N'empêche que à cette époque-là, le Parlement, et c'est tant mieux, a beaucoup plus de pouvoir qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a hélas, on n'ose pas le dire, mais on a plus une république présidentielle ou semi-présidentielle que véritablement parlementaire. Sous la 4e République, les parlementaires sont plus respectés, ont plus de pouvoir. Et au début, même si la mobilisation est lancée grosso modo la CGT, elle s'élargit, et
Et cette loi d'aide dont j'ai parlé, qui est votée en 48, elle est votée à l'unanimité du Parlement. C'est-à-dire que tous les députés, communistes, socialistes, de droite, MRP, vont voter cette loi d'aide. Donc voilà, cette mobilisation a aussi fait consensus. Mmh. Ça me fait Vous me faites du coup une parfaite transition parce que c'est, le passage que j'avais sélectionné pour citer. Vous écrivez: «La Fédération française des ciné-clubs, va tout entreprendre pour, faire aimer et comprendre le cinéma. Le but est aussi de transformer les spectatrices et spectateurs en masse consciente et agissante». Donc Oui. comme, vous venez de le dire et c'est fou de se dire que les ciné-clubs aujourd'hui ou les cinémas de quartier ou les présentations de films et de documentaires avec débat à la fin, bah, ce sont les héritiers de cette volonté de nous rendre, nous, spectateurs, conscients, et agissants, comme vous dites. Est-ce que vous pensez que c'est encore le cas aujourd'hui, et que ça a fonctionné? Bah, en tout cas, bon, ça fonctionnait, des fois ça a moins fonctionné, il faut pas être nostalgique et bon, même si on peut regretter des reculs et tout ça, mais je pense qu'il y a quand même, contrairement à ce qu'on dit avec un côté un peu chauvin et cocorico, c'est pas forcément la France qui a inventé le cinéma. Parce que c'est une invention qui était, excusez-moi, je ne veux pas contrarier, dans la patrie des frères Lumière, mais effectivement, ils ont c'est à Lyon puis à Paris qu'a été inventée la première projection publique payante. Enfin, c'est là qu'elle a eu lieu à Paris grâce au génie industriel lyonnais. Mais la caméra, la pellicule, tout ça avait été inventé avant, ou de manière conjointe. Ce qui est peut-être typiquement français, c'est, le spectacle, les spectateurs, les spectatrices et la cinéphilie. La cinéphilie, naît véritablement dans les années 20, hem et elle est peut-être en partie mondaine, mais très vite, il va y avoir une cinéphilie politique. En particulier à la fin des années 20 quand le cinéma soviétique est interdit et il va justement être diffusé dans des ciné-clubs, qui peuvent se passer de visa. Et donc cette cinéphilie politique que vont pratiquer aussi les surréalistes, va beaucoup marquer les esprits. Et il y a un grand critique de cinéma, qui était proche de Luc, qui s'appelle Moussinac et qui est devenu communiste par la suite, critique à l'humanité, qui va gagner un procès en appel contre comme un producteur qui lui avait fait procès parce qu'il a fait une critique du film qui dénonçait un de ses films qui était assez mauvais d'ailleurs, c'est des Jean Sapène, le producteur, hein, c'est un homme très riche et comment, Léon Moussinac va gagner son procès en appel et donc il va gagner le droit à une critique indépendante. Voilà, excusez-moi d'être un peu long, mais c'est pour vous décrire que dans les années 20, on construit le protocole cinéphilique, une politisation du cinéma, heu et on dit que le cinéma peut appartenir au peuple et qu'il a une histoire, surtout à partir du moment où il devient parlant. Parce qu'il y a un avant et un après et Léon Moussinac, Jean Renoir, Lotz, beaucoup d'acteurs culturels du Front populaire vont beaucoup faire pour, créer des ciné-clubs dans l'entourage de Ciné Liberté, qui est dirigé par Gaston Modo, un grand acteur et par Jean Renoir et cet art français du ciné-club et cette cinéphilie politisée, va être de reprise, développée d'autant plus après-guerre, en 46-47 grâce au comité d'entreprise et il y a toujours cette petite musique. Ah, le cinéma n'est pas qu'un divertissement, ça peut être aussi un lieu d'épanouissement, d'une part, un lieu de réflexion, un espace pour rapprocher les peuples entre eux, pour les faire se découvrir et que et qu'on a à tout prix besoin des spectateurs et des spectatrices pour défendre le cinéma. Je pense que c'est pas un pur divertissement. Là, on se distingue des Américains. C'est un lieu de réflexion et d'émancipation, et un gagne-pain. Heu donc voilà pour cette réponse un peu longue, mais ça fait partie d'un écosystème important à mon avis. OK, parfait. L'histoire du critique, elle est passionnante. Je ne la connaissais pas. Elle est pas dans le livre, hein? Ou je l'ai raté? Ce petit livre est déjà peut-être le défaut, surtout les 2 premiers chapitres, d'être assez dense. Donc il faut savoir, sacrifier certaines digressions et certains passages. OK, parfait. Ben, je j'invite à aller creuser, parce que j'allais dire encore une fois passionnant, cette histoire-là. Le palmarès du premier festival, c'est Bataille, du train qui a Bataille du Bataille du rail, rail. pardon, Bataille du rail. C'est une décision politique, est-ce que vous êtes d'accord? Non, non, pas seulement, enfin alors c'est pas la Palme d'or. La Palme d'or n'est créée qu'en 1955. Donc il y a plein, de récompenses, qui sont certaines
protocolaire, diplomatique, hein. Il y a après des films d'amour, psychologie, policier, tout ça. Par contre, Bataille du Rail, c'est vraiment un triomphe et il a 2 prix. Il a 2 grands prix. C'est peut-être celui qui se fait le plus remercier. Donc il est primé pour sa qualité, parce que c'est un très beau film, pour son originalité, parce qu'il est entre le documentaire et la fiction. Heu Colette Audry, la co-scénariste, a collecté des tracts de la résistante cheminote. Elle a vraiment il y a des scènes qui sont jouées par des cheminots, dont certains sont issus de la résistance. Donc c'est un film qui a une valeur documentaire, même s'il y a une partie fictionnelle extrêmement forte. Il y a une valeur héroïque aussi. Du coup, c'est la France qui se regarde elle-même résistante et alors, au fur et à mesure de la construction de ce film-là, la direction de la SNCF a imposé, à mon avis, a influencé pour qu'on parle de la résistance des cadres, qui pourtant était moins grande que la résistance des ouvriers. Ils ont voulu faire un film unanimiste à la gloire de la France et de toute la France, en simplifiant un peu les choses. Mais n'empêche qu'il y a une part documentaire et une part épique, admirable dans ce film-là, parfois inspiré aussi pour le montage, pour la scène des fusillés par le cinéma soviétique. Et ces films-là va bouleverser les gens qui le voient, et ça sera un triomphe national et international. Donc oui, il est récompensé pour des raisons politiques, mais ne négligeons pas son aspect esthétique aussi. C'est un film très important, qui d'ailleurs ne va pas être, cette voie, une sorte de réalisme à la française, ne va pas être trop creusé après. Même par le réalisateur, Clément, après, il va faire Les Maudits, qui sera plus classique. Cette voie réaliste et documentaire ne sera pas poursuivie par le cinéma français. Mais, c'est une date importante dans l'histoire du cinéma, vraiment. OK, d'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous diriez que le palmarès des festivals de Cannes, aujourd'hui, est-ce qu'il porte la marque un petit peu de la politique ou de la lutte syndicale, ou est-ce que tout ça, ça a été balayé? Bah, ça dépend des fois, ça dépend des palmarès, ça dépend des films qui sont sélectionnés, des films qui sont là, qui sont réussis ou pas par le réalisateur. Je remarquerai qu'avec Ken Loach, les classes sociales, la lutte des classes, c'est toujours présent. Il a été récompensé 2 fois. Avec les frères Dardenne aussi, la question sociale est importante, ils ont été récompensés aussi. Heu Parasite et Sans filtre, qui ont été récompensés, qui pour moi sont vraiment des œuvres très fortes, de manière, très outrancière et très drôle, portent aussi la question de la lutte des classes, de manière magnifique, hein. Donc oui, oui, la lutte des classes est présente assez souvent dans le palmarès. Alors avec parfois par exemple, j'ai adoré, comment Anatomie d'une chute, de Justine Triet, qui a fait d'ailleurs un discours, qui a été très mal pris par une partie de nos élites, hein, puisqu'à la fois elle a dénoncé le mépris, social et politique pendant la mobilisation des réformes des retraites, mais elle a parlé de ces lois d'exception, ces lois d'aide, qui n'étaient pas connues du grand public, et du coup, ça a été balayé, elle a été un peu méprisée. Alors que c'est elle qui avait raison, et mon petit livre aussi essaie de lui montrer en quoi elle avait raison. Depuis cette Palme d'Or, bon, c'est tout à fait personnel, et pour ce grand film qui a été populaire d'ailleurs, et qui est intelligent, complexe et populaire, comme quoi il ne faut pas l'opposer. Depuis Anatomie d'une chute, moi les autres Palmes d'Or ne m'intéressent pas du tout, hein, je serais trop violent. Donc effectivement, il y a peut-être, au niveau de la sélection, la volonté, heu, ouais, du côté clinquant, provocateur et gore, qui n'est pas ma tasse de thé. Donc on peut espérer des meilleures sélections, ces prochaines années, et surtout des meilleures récompenses. Puisque le film iranien l'année dernière, à mon avis, était bien plus intéressant que le film Falmé. Donc voilà pour ma petite considération, cinéphilique. La lutte des classes est présente dans le palmarès, effectivement, oui. Et parfois de manière magnifique, et c'est souvent de très bons films. Ouais, pour Justine Triet, vous le dites, hein, je laisserai, les auditrices et les auditeurs se procurer, le livre, mais vous en parlez, et oui, vous lui rendez justice, hein. Je vous rassure sur ce point, c'est limpide, c'est clair et c'est limpide, il y a pas d'a il y a pas il y a pas d'appel. Vous, parlez dans la conclusion, des nouveaux modes de fonctionnement, de consommation, pardon, de cinéma et de films, avec les plateformes, Netflix Netflix et cetera, en lien avec le financement actuel du cinéma, le CNC, et vous dites que c'est du coup remis en question. Alors du coup, j'ai pas compris pourquoi. Est-ce que c'est parce que les films, Netflix ne payent pas, ne participent pas au CNC, ne participent pas aux nouveaux films français? Alors je suis pas un spécialiste des mécanismes, mais effectivement, par contre, je vais vous ouvrir ça, on sera d'accord, et beaucoup de gens seront d'accord, c'est que les GAFA en France, ne sont pas assez taxés, hein. Donc, ils tirent une fortune du travail ou nos données ou notre réflexion, sur le net, qui sont pompées, qui sont privatisées, nos données, qui sont revendues ensuite. Et effectivement,
les GAFA, dans les grands groupes, comment, de l'informatique et de l'audiovisuel, qui viennent des États-Unis, pense à Google, à YouTube et tout ça, ont tout fait pour éviter, de payer des impôts et ça a complètement déstabilisé, l'économie mondiale et la politique mondiale, on le mesure aujourd'hui. Sur ces grands groupes qui par des qui de manière presque illégale, ou alors, mettent leur siège en Irlande pour pas payer d'impôts, c'est quelque chose de scandaleux et de dangereux et qui peuvent déstabiliser non seulement le cinéma, mais aussi, c'est une économie tout entière. Il faudrait à tout prix inventer, comme on a inventé en 47, des taxes et des redistributions, pour, et effectivement, av les modes de financement du cinéma français qui sont originaux sont fragilisés par les nouveaux modes de consommation, sur les plateformes, où effectivement, il y a beaucoup moins de taxes pour l'économie française du cinéma et des fois, on a les films, vont directement sur les petits écrans et ne passent pas par sur les grands écrans. Or, le cinéma, c'est sur grand écran, dans une salle de cinéma. Donc ces modes de di de consommation qui se rapprochent du divertissement, même s'il peut y avoir des films intéressants, échappent à cette taxe qui avait été inventée à CNC et ça peut déstabiliser un modèle. De même que Canal+ a tendance à se retirer du financement du cinéma français. Donc ça, c'est inquiétant. Il faut en fin de compte inventer des volontés politiques de résister à ça. En 47, il y a eu ce coup de 47-48, il y a eu ce coup de génie d'inventer cette taxe, donc oui, il faudrait chercher du côté de oui, d'inventer des taxes qui soient, pérennes, intelligentes et qui rétribuent les auteurs et qui soient réinvesties dans l'industrie du cinéma français. Si on laisse les choses faire, effectivement, à terme, c'est inquiétant. OK, super. Merci beaucoup pour ces éclaircissements et cette réponse. J'ai une, dernière question, pour vous. On C'est la question qui termine, précédemment à chaque fois. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Qu'est-ce que vous conseillez aux éditrices, aux éditeurs? Une œuvre qui vous semble importante de regarder? Alors ça peut être, livre, film, série, ce que vous voulez et plusieurs si vous le cœur vous en dit. C'est marrant parce que ça sera pas une série parce que vous avez deviné que je ne les regarde pas du tout et là, c'est un manque, mais le temps est n'est pas infini. Des films qui m'ont beaucoup marqué dernièrement, mais c'est pas très original, mais je tiens à raffirmer, c'est comment La Pampa, un 1er film français, que je trouvais très, très chouette, fait filmé dans le Loir-et-Cher, sur une jeunesse rurale, une très belle fiction, très bien interprétée, heu, qui est passé un peu en retrait, et qui a été un peu éclipsé par 20 Dieux, qui est un film magnifique aussi, mais peut-être que les critiques et hélas, peut-être une partie du public s'est dit: «Bon, bah, c'est des films, un peu proches parce que c'est une jeunesse, non urbaine, et modeste». Mais en fin de compte, les 2 films ne se ressemblent pas, à part qu'ils sont tous les 2 excellents, qu'ils illustrent, la diversité du cinéma français et sa réussite. Donc voilà, 20 Dieux et La Pampa, c'est 2 films qui m'ont beaucoup marqué dernièrement et que je conseillerais. Au niveau littérature, tout dernièrement, j'ai lu, le petit, livre, publié chez POL de Bertrand Belin, très bon chanteur et acteur, un livre assez déstabilisant qui joue sur la répétition et sur le nerf des lecteurs et des lectrices, mais qui, de manière enfouie, fine, c'est comme des psaumes, heu c'est pas dans l'écriture réaliste du tout, mais c'est intéressant qu'il parle des violences que ce pauvre gamin à Quiberon, d'un milieu sous-prolétariat, a subi. C'est une littérature intéressante. Voilà pour, ce qui me vient à l'esprit et puis hier soir à Paris, j'ai j'ai vu un excellent, chanteur, qui a une veine, d'acteur, comique, mais qui est un chanteur un peu surréaliste et déstabilisant, très drôle. C'est Lafort, je cherche David Lafort. Voilà, un chanteur un peu underground que je recommanderais, David Lafort et puis j'aime beaucoup la chanteuse Sandra Nkaké. Mais bon, je vais un peu dans tous les sens là. OK, c'est pas grave. Moi, j'aime, découvrir d'autres choses et je ne connaissais pas David Lafort. Du coup, je vais écouter, Oui, alors et ça se voit plus que ça s'écoute, mais ça s'écoute aussi, mais il a vraiment un art de la scène fantastique, un peu déstabilisant avec un sens de l'humour. Il joue de son corps, qui n'est pas forcément gracieux, avec beaucoup d'humour et beaucoup d'ironie et vraiment il est totalement à part et très intéressant. OK, super. Ben merci beaucoup Tanguy Perron d'avoir accepté, l'entretien, pour précédemment.
Je rappelle votre livre, ça s'appelle Tapis rouge et lutte des classes. C'est aux éditions de l'Atelier. On met le lien dans la description de l'épisode et sur tous les réseaux sociaux et sur le site internet lanuitdudimanche.fr. N'hésitez pas à acheter le livre. Comme j'ai dit, c'est une histoire qui m'a passionné. Et je l'ai pas dit ça, mais c'est aussi très bien écrit. C'est-à-dire que moi, j'ai pris le livre par hasard chez un ami parce qu'il avait, et j'ai commencé à le lire et je l'ai pas lâché en vrai. Je l'ai lu d'une traite. Eh ben, je vous Euh, remercie beaucoup et j'ai apprécié d'autant plus que on voyait que votre lecture était enthousiaste et pertinente. Donc merci pour ce moment partagé. Bah, super. Merci à vous. Ça fait plaisir de lire ce genre de livre. On en reparlera dans une prochaine émission. On mettra le lien dans la description qui est une recension du livre. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt et merci beaucoup. Merci Au à vous. revoir. Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damage. Previously on Fringe.